Donc de tous les films d'Hitchcock, Psychose est éconologiquement celui, pour reprendre une remarquable intuition de Donald Spoto, qui, je le cite, montre que les perceptions fondées sur la vision visuelle, visual seeing, et les apparences seules sont inadéquates, coupables, erronées, mortes et vides. Pour l'éconologie, les images ne sont pas des choses, mais des relations. Des relations. Les deux extrémités de la relation, l'objet à voir et le sujet qui voit, pour lequel l'objet est un objet jeté devant, ne sont que des retombées, des effets de l'énergie iconique refroidie. Le problème ne vient pas que le sujet soit un problème. Cela, c'est le fond de commerce du relativisme. Mais que seul soit considéré comme un sujet, par une espèce de travers émergentiste, si je puis dire, le sujet humain. Les images peuvent être des sujets constitutifs, ceux de leurs propres relations inter- et extra-iconiques, où l'homme n'intervient qu'a posteriori, comme instance régulatrice, et notamment découvrante, dévoilante. La question de l'éconologie peut être formulée autrement ainsi. Qu'est-ce qu'une image quand on pose la question aux images elles-mêmes et en l'absence de toute réponse? En pastichant Wittgenstein, on peut affirmer sans risque que si les images étaient en mesure de parler, nous ne pourrions de toute façon pas les comprendre. Une telle question peut bien paraître incongrue et faire sourire. Nous sentons au fond de nous qu'elle n'est pas tout à fait illégitime. Il revient donc à l'être humain, dans l'attention sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention ce matin, de provoquer, avec un tiret, le non-humain dans la question humaine qu'il pose aux images. Et je commencerai par un moment un peu théorique avant d'en venir plus précisément donc à mon exemple hitchcockien. L'approche warburgienne des images met bien en lumière, je l'ai très rapidement rappelé ce matin, les deux régimes d'être non tournés vers l'être humain des images. L'anticorrélationnisme, dont j'ai déjà parlé avec Rivette, et le relationnisme que nous allons donc aborder cet après-midi. L'approche warburgienne envisage les images comme des relations, ce que Roland Recht, dans son introduction à l'Atlas Mnémosyne, appelle des champs de force. Pour Warburg, l'image, dit Didier Huberman, est un phénomène anthropologique total, une cristallisation, une condensation particulièrement significative de ce qu'est une culture à un moment de son histoire, dans l'image survivante. Elle n'est pas envisagée par Warburg comme une solution de problème purement formel, dit Carlo Ginzburg, mais plutôt comme un symptôme de la mutation de l'orientation émotive d'une société tout entière. Une étape décisive dans ce processus, qui allait culminer dans les planches photographiques de l'Atlas Mnémosyne, est constituée par le dispositif visuel des Wanderkarten, mis en place par Warburg dans sa bibliothèque à partir de 1908. Le but de telles cartes de migration est de retracer une géographie historique de la migration des images, comme l'écrit Philippe Despois, auquel j'emprunte l'illustration, et de le faire en superposant un parcours spatial au transfert temporel des images depuis l'Antiquité modélisée par le Narrleben en modèle de mimique pathétique fortement accentué.
Dans l'espace comme dans le temps, l'image visuelle est un trajet entre un support matériel, l'objet, qui n'est pas l'image ne fait pas partie du contenu du monde, et un ou des observateurs, le sujet, qui ne fait pas l'image. Et cela au sein d'une psychologie historique de l'expression humaine, selon l'expression de Warburg lui-même. L'image dépasse la relation sujet-objet pour s'affirmer comme ce que l'on pourrait appeler, en empruntant l'adjectif à Augustin Berg, trajective. Et cette nature trajective ni n'est une propriété de la chose-image matérielle, ni ne repose que dans l'intentionnalité humaine. Je ne résiste pas au plaisir de citer encore une fois Heidegger. Donc, qu'est-ce qu'une chose ? Il se pourrait que la distinction du sujet et de l'objet, et avec elle la relation sujet-objet, fasse question au plus haut point, quand bien même elle représente la retraite chérie de la philosophie. Et ce, évidemment, depuis les méditations métaphysiques de Descartes. C'est principalement à travers la question du relationnisme que l'éconologie, en allant plus loin que la seule écologie des images pensée comme mise en contexte des images avec leur milieu social, emprunte à l'écologie certaines de ses méthodes. Et c'est cela que je vais un peu développer à partir de l'approche écologique d'Arne Naess. Dans un article de 1973, Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement, a Summary, publié dans la revue qu'il avait fondée en 1958, le philosophe norvégien Arne Naess a proposé l'expression d'écologie profonde, Deep Ecology, pour rompre avec la vision à son sens trop anthropocentrique de l'écologie, qualifiée à cette occasion de superficielle, shallow. Là où la seconde se contente aux yeux de Naess de s'attaquer en aval aux effets des comportements humains industriels, pollution, etc., la profondeur en écologie consisterait à remonter en amont au fondement même des valeurs de l'idéologie industrielle par une expérience de décentrement de notre regard. Or, quand nous regardons autrement les êtres vivants, que constatons-nous ? Nous constatons que tout est relaté et que les êtres vivants entretiennent entre eux des relations qui ne passent pas par l'arraisonnement, comme dirait Heidegger, de la nature envisagée seulement comme fond pour la préoccupation humaine. Et ces relations, précise immédiatement Naess, sont à la fois externes et internes. Et c'est là qu'interviennent les petites citations qui sont à l'écran. Lorsqu'un oiseau mange un moustique, il soutient une relation externe avec ce moustique, mais l'acte de manger est une relation interne à l'environnement. Le moustique est initialement en dehors de l'oiseau, mais ils sont tous les deux à l'intérieur de l'environnement. Nous constatons par conséquent autre chose, et qui est, à mes yeux, capitale. Si le moustique est en partie complet en lui-même, on va dire métaboliquement, anatomiquement, l'être moustique du moustique n'est également, pour une autre part, ce qu'il est que dans son environnement, c'est-à-dire dans la relation qu'il entretient avec l'oiseau et avec leur milieu commun. Enlevez l'oiseau au moustique, et le moustique n'est plus un moustique. Il n'est certes pas mangé, mais ce n'est pas le moustique qui n'est pas mangé. Ce qui n'est pas mangé, c'est autre chose que le moustique. Naess l'écrit explicitement quelques pages plus loin dans le même ouvrage, Écologie, communauté, style de vie, en sautant du moustique à la souris. Parler d'interaction entre les organismes et leur milieu est une expression maladroite, parce qu'un être vivant est une interaction. Les organismes et leur milieu ne sont pas deux choses. Si l'on plongeait une souris dans le vide absolu, elle ne serait plus une souris rapidement. Donc, vous voyez cette idée qu'être un soi, c'est être relaté. Et évidemment, si je pose les images comme étant des soi, on verra demain matin comment on peut le dire. Et bien, il faut aussi poser la conséquence qui va avec, c'est-à-dire la relation constitutivement fondamentale des images. Mais si je reviens à Naess pour expliciter un peu le propos, on peut ajouter encore une ou deux choses. Les êtres vivants ne sont pas des choses
mais des relations. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure de l'image, ici bien entendu se retrouve chez Ness. Le monde expérimenté, ce qu'il appelle médiationnel, mediational, nie la distinction classique, cartésienne, kantienne, entre un sujet et un objet qui serait d'abord clos sur eux-mêmes, le sujet, l'objet, même s'ils peuvent changer et se modifier ultérieurement, cela va de soi. Et ce monde expérimenté nie cette distinction, car si sujet et objet il y a, ils ne sont que des effets provisoires des relations ontologiquement premières. Il ne faut ni attribuer les qualités aux choses abusivement, elles sont le résultat d'un contexte donné dans l'espace-temps, ça c'est la position de la science, critiquable, ni tomber dans le relativisme perceptif qui nous fait dire, par exemple, que la couleur serait dans l'œil de l'observateur. Ça, c'est la position tout à fait critiquable aux yeux de Ness du sens commun arbitraire ou, au mieux, de la philosophie des qualités. Voilà comment il dit la chose dans un autre texte de 85. Voilà comment il serait possible de formuler la réponse « et ». Il n'y a pas d'objet en soi, et donc pas d'eau, de milieu ou d'organisme en soi. Un contenu concret ne peut être qu'individuellement relié à une structure indivisible, un ensemble de facteurs. Ce serait une erreur de dire qu'elle, la réalité, n'est réelle que si elle est perçue par un sujet. Vous voyez, donc ni d'objectivité en soi, ni d'existence purement et seulement subjective. L'attitude philosophique correcte, qu'est-ce que c'est pour Ness ? Eh bien, elle consiste à adopter un point de vue qu'il qualifie de gestaltiste. Ainsi, un objet O ne possède pas la caractéristique C comme une chose, ni non plus que O n'existerait que pour un sujet S. L'objet O possède, faut-il dire correctement, la caractéristique C en relation avec le sujet S. Ce qu'est exactement le sujet S ne compte pas. N'importe quel sujet entretenant avec l'objet O la même relation que le sujet S expérimente la même caractéristique C. Et inversement, n'importe quel objet entretenant avec le sujet S la même relation que l'objet O présente la même caractéristique C. La caractéristique C n'est la caractéristique ni de l'objet ni du sujet, mais de ce que Arne Ness appelle la chose relationnelle OS. Je le cite, c'est à l'écran, les énoncés du type la chose A et B sont abandonnés dans le cadre de l'écosophie T, c'est le nom que donne Ness à l'écologie profonde en référence à sa cabane dans la montagne de Dwergestein, au profit d'énoncés du type la chose A et B en relation à C, ou la chose relationnelle AC à la qualité B. Par exemple, l'eau est chaude en relation à la main B, ou la chose relationnelle B main eau à la qualité de chaud. Dans la perspective écosophique, la nature devient un réseau d'interdépendance, écrit encore Ness. La matière est un champ relationnel, écrit-il, et les êtres des nœuds relationnels. J'ai développé dans Christo et Cinéma la manière dont cela engageait aussi des discussions avec la philosophie de Whitehead, mais je n'entre pas dans ces considérations maintenant. L'idée, c'est qu'il n'y a partout que des relations, mais ces relations ni ne sont projetées dans le monde par un sujet, ni ne font partie du monde, écrit Arne Ness. Elles ne font pas partie du monde, et il souligne en italique le mot « partie », évidemment, au sens d'un contenu matériel. Donc c'est ce modèle-là, ou disons, dans ce modèle-là, qu'on peut trouver une première approche de la manière dont l'éconologie envisage les images. C'est-à-dire que les images ne sont pas des choses qui existeraient
en dehors de notre perception, ni ne sont que les produits de notre perception, mais elles sont relatées, et puisqu'elles ne sont pas que des effets de notre perception, elles sont évidemment relatées avec d'autres soi que les êtres humains, c'est-à-dire notamment d'autres images. Et c'est vers cette relation que je vais développer mon exemple hitchcockien en reprenant des choses que j'avais écrites dans un article il y a quelques années, mais que je vais reformuler, amender, corriger, préciser, développer, enrichir. Deuxième partie qui donne un peu le secret de l'énigme et du mystère que je vais aborder dans la scène de la douche. Dans sa survivance des dieux antiques, l'historien de l'art Jean Seznec, mettant ses pas à ceux de Warburg et de Panofsky, indique en 1940 qu'au moment de basculer dans la Renaissance italienne, les images des anciens dieux avaient radicalement changé et que leur sens seul avait persisté depuis l'Antiquité. Je le cite, « L'enveloppe, la forme classique, avait disparu. Il l'avait peu à peu dépouillée pour revêtir des déguisements barbares qui les rendaient méconnaissables. » Ici, Seznec approfondit une des directions de la science sans nom, de la science innommable de Warburg, mais il arrive aussi que l'inverse se produise. Et c'est justement ce phénomène qui va m'intéresser. Une apparence constante peut cacher un renouvellement des contenus. Alors, je l'ai dit en commençant, on a beaucoup écrit sur Psychose. C'est là un bel euphémisme. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, on n'a pas noté que la célébrissime scène du meurtre de Marion Crane sous la douche est visuellement traversée par une iconographie pour le moins inattendue et que l'on ne peut suivre comme une piste sérieuse qu'en jouant le jeu des images, c'est-à-dire en déchargeant sans doute le cinéaste ou quelle que soit leur instance fabricatrice de la moindre intention délibérative et en faisant le pari d'une relation inhumaine interimage qui m'a toujours paru beaucoup plus économique que de supposer des vécus intentionnels dans l'esprit d'un réalisateur auquel on ne peut pas avoir accès. J'en formule toute l'hypothèse de manière un peu lapidaire. Au moment de sa mort, les images inscrivent le corps de Marion dans l'héritage iconographique des représentations picturales de Danaé. Alors, avant d'approfondir ce point, je vous repasse quand même la scène de la douche. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais enfin, ça me prend une petite pause. Et puis pour vous aussi. Voilà.
Trouvera-t-on ce rapprochement, si je puis dire, bien éloigné? L'est-il plus, si l'on s'en tient aux seules apparences, pour nous, que la juxtaposition, par exemple, elle est à l'écran, dans l'avant-dernière version de l'Atlas Mnémosyne en 1928, de la reproduction d'une gravure montrant Judith s'apprêtant à décapiter Holoferne et d'une photographie de presse de la championne de golf Erika Selchop, saisie en plein swing, c'est-à-dire avant son élucidation. Mais c'est que pour Warburg, il s'agissait ainsi, comme l'écrit Philippe Despois, de magnifier dans la presse illustrée la compétition sportive, y compris féminine, comme exutoire à connotation érotique se superposant à l'enthousiasme dionysiaque antique. Le poète Pierre Reverdy a dit en ces matières un mot essentiel. Je le cite, c'est dans un texte de 1918 qui s'appelle « L'image » et que Godard a souvent cité. Une image n'est pas forte parce qu'elle est brutale ou fantastique, mais parce que l'association des idées est lointaine et juste. En matière d'iconologie, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la 4e leçon, il faut se départir d'un dualisme simplificateur entre, d'une part, les rapports qui seraient proches et donc justes. Entre parenthèses, vous savez qu'en couture, un habit trop près du corps est réputé trop juste, sans que cela soit le moins du monde une marque de goût ni d'élégance. Et puis d'autre part, d'un autre côté, les rapports qui seraient incorrects parce que lointains, étirés dans l'espace-temps, étirés par les cheveux. L'essentiel se joue ailleurs. Les rapports les plus crédibles, a priori, sont souvent les plus pauvres, parce que donnés d'avance, donnés avant la question. Et en revanche, les plus improbables peuvent s'avérer les plus féconds. J'ajouterai également que tout dépend de savoir pour quel côté de la relation les associations entre images sont proches ou lointaines. Est-ce pour moi ou pour les images? Et vous voyez que, en trouvant peut-être le rapprochement un peu lointain, je montre que je ne suis pas tout à fait sorti de la corrélation humaine à laquelle l'iconologie aspire, au contraire, de sortir. On pourra revoir Psychose 100 fois. Nul tableau représentant Danaé n'est, contrairement à d'autres, présent dans les images du film. Pour voir Danaé dans l'image, il va falloir regarder autrement que par la seule iconographie explicite de contenu qui cherche à établir dans le champ filmique des éléments de rapport entre les images cinématographiques et des mentions de reproduction picturale qui en ponctuent, dans l'espace d'abord profilmique du champ et donc extérieur au film, le plateau de tournage, le déroulement. De ces exemples-là, qui ne sont précisément pas la manière dont fonctionne la présence danéenne dans cette scène, vous savez qu'il y a dans le film 2 cas abondamment commentés. Une Suzanne et les vieillards de 1731 de Willem van Mieris, que vous voyez à gauche, qui dissimule le fameux trou de voyeur de Norman, et la Vénus à sa toilette de Titien. Sur le premier, qui cache l'œilleton noir de la caméra, entre guillemets, de Norman, évasement du regard, envasement du regard par où, comme le dit joliment Gabriel Bortsmeyer dans son attrait des toilettes, Norman épie et Marion expie, Hitchcock en personne a attiré l'attention du spectateur dans un petit spot promotionnel au moment de la sortie du film. Et
Luc Vanchéry, après Bill Crone, a rappelé que dans le storyboard du film conservé à la Margaret Herrick Library de Los Angeles, est dessiné à un moment en contre-champ du regard de Norman un plan impossible à intégrer au film à l'époque, mais aussi illogique d'un point de vue causal, montrant Marion nue, les jambes écartées, et exhibant la fente de son sexe dans une posture à la fois d'accouchée et de professionnel du sexe. Voilà, écrit Luc Vanchéry, l'abîme non montré qui fonde le regard de Norman. Et d'ailleurs, pour Luc Vanchéry, dans la lecture qu'il en propose, dans Psycho, une leçon d'iconologie par Alfred Hitchcock, vous savez que Marion, sous la douche, est, je le cite, une Suzanne vaincue par le fantôme de Lucrèce. Mon pari ici est qu'il existe d'autres vectorisations théoriques et iconologiques des processus figuratifs à l'œuvre dans l'assassinat de Marion. La focalisation à partir du thème de Suzanne Aubin, comme la pratiquent la plupart des commentateurs à s'être penchés sur l'iconographie du film, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle est fausse, loin de là, tout en ouvrant des pistes interprétatives passionnantes, empêche également de rencontrer une autre proposition pertinente, moins figurée que figurante, structurante, formatrice, à savoir que seul le cinéma peut-être, comme méthode d'investigation des formules visuelles de la peinture, peut rendre visibles, comme à rebrousse-poil, des formules que l'histoire patrimoniale des formes picturales par elle-même n'aura pas retenues. On retrouve ici une idée que j'ai déjà mise en avant ce matin en évoquant les origines de l'iconologie et sur l'importance du cinéma. Des films, concrètement, peuvent se trouver à exposer autrement quelques processus figuratifs oubliés, négligés par les peintres, comme ce sera le cas, on le verra, qui n'auront pas dominé l'iconographie officielle et retentissante, ou à tout le moins pas été plébiscités pour faire canon, par travestissement, et peuvent déterminer au passage, pourquoi pas, les éléments d'une contre-histoire cinématographique de la peinture, ou mieux d'une histoire alternative de la peinture par des percepts de cinéma. Il serait absurde d'étudier les Danaé qu'on va croiser tantôt dans l'histoire de la peinture à partir du film d'Hitchcock. Il n'est pas certain que les peintres que nous allons croiser aient vu Psychose, bien sûr. Il serait absurde également de les poser comme des façons d'ancêtres, d'aïeuls. Mais pour l'observateur qui est d'abord l'iconologue, quelque chose ne peut se lever dans l'œil qu'à l'occasion de ce genre de rapprochement disjoncteur par des échos et des touches d'image. Commençons donc un peu le travail iconographique, si je puis dire fastidieux, par revenir aux sources textuelles puis picturales de cette iconographie bien connue. L'argument littéraire du mythème grec matriciel de Danaé tient en deux lignes. Une jeune princesse du Péloponnèse a le corps aspergé d'une matière dorée, assimilée à du sperme provenant de l'éjaculation olympienne et prenant la forme d'un éclair pulvérisé. Les premiers à mentionner le nom de Danaé, Homère et Hésiode, ne parlent encore que de l'enfantement de Persée par la fille du roi d'Argos, Acrisios, et à leur suite Simonide de Céos ou encore Sophocle. La mention de la relation adultérine, au sens de hors-mariage, de Danaé avec Jupiter et de la pluie d'or, apparaît dans le théâtre grec, chez Ménandre, et ne s'imposera comme un sujet à part entière que très progressivement, principalement chez les écrivains latins, Ovide ou Horace en tête. C'est néanmoins un grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, le pseudo-Apollodore, qui en a donné la version la plus complète dans son abrégé mythologique. Acrisius, ayant consulté l'oracle sur sa postérité, le dieu lui répondit que sa fille aurait un fils qu'il tuerait. Craignant l'effet de cette prédiction, Acrisius fit bâtir une chambre souterraine en airain dans laquelle il enferma Danaé. Elle fut, suivant quelques écrivains, séduite par Prétus, et ce fut à ce sujet que la division se mit entre eux. Suivant d'autres, Jupiter, s'étant changé en pluie d'or, pénétra dans son sein à travers le tais de la prison et jouit d'elle. Acrisius, voyant qu'elle avait mis au monde Persée
et ne croyant point qu'elle eût été séduite par Jupiter, l'enferma dans un coffre avec son fils et les jeta dans la mer. Vous vous souvenez que Marion finit dans un coffre, elle aussi. Le vent ayant poussé le coffre vers l'île de Sérive, Dectis le retira et éleva l'enfant. Les Danaé peintes dans l'Antiquité, de Praxitèle, d'Artémon, ont disparu. Sur le point des sources textuelles, outre l'incontournable Pline l'Ancien qui mentionne celle d'Artémon, placée par Tibère dans le temple romain édifié en l'honneur de l'empereur Auguste et, dit-il, admiré des brigands, on trouve également dans l'Eunuque de Thérence la description par un jeune débauché d'un tableau représentant Jupiter et Danaé qui l'aurait influencé dans ses premiers excès. Et on sait également que saint Augustin en fera l'un de ses exemples favoris pour dénoncer le pouvoir des images. L'Antiquité nous a en revanche laissé un certain nombre de vases en céramique. L'iconographie picturale plus tardive, à partir de la Renaissance, avec la redécouverte de la culture païenne gréco-romaine, même s'il existe des Danaé médiévales isolées, confirme deux économies majeures pour la représentation de la jeune femme. Ou bien elle est accompagnée d'une servante, une nourrice, qui recueille souvent l'or dans son giron ou sur un plateau, comme chez Artemisia Gentileschi en 1612 ou chez le Titien en 1553, ou bien elle est affublée d'un ou plusieurs petits angelots archés, comme dans le Titien 1545, Wertmüller en 1787, c'est ici, pardon, ou Fantin-Latour en 1902. Quelquefois, souvent plus tardivement, ne trouve-t-on ni l'une ni l'autre. Chez Klimt, en 1907-1908, ou Carolus Durand vers 1900, Danaé est seul. Au Moyen-Âge, il y avait encore d'autres versions, mais les attributs iconographiques n'étaient pas encore fixés. On peut trouver des Danaé entourés de demoiselles d'honneur ou de soldats. D'autres fois, on trouve les deux, et le chérubin et la nourrice. Comme chez Rubens, en 1616-1618, ou Goltzius en 1603. Les Cupidons sont une convention amoureuse de la Renaissance puis de l'âge classique. Quant à la nourrice, il s'agit, semble-t-il, d'une anticipation de la naissance de Persée. Les faits se superposent à la cause, seul moment où les textes antiques mentionnent son existence. Cette première économie des figures est conjointe à une autre qui la recoupe et la traverse. Une économie topographique. Le lieu où se trouve Danaé est soit la chambre noire, la camera obscura claustrophile du mythème apollodorien, par exemple chez Casali vers 1750, ou, d'après la modification des odes horatiennes, une tour élevée avec des ouvertures donnant sur le monde extérieur où la belle se trouve recluse. On peut penser au Tintoret vers 1531 au Tintoret vers 1570 ou au Corrège en 1531. Voire plus étonnamment, comme dans l'exemple tout à droite, le plein air chez Bellucci en 1695 ou Tiepolo en 1736. Les solutions de peinture et notamment d'éclairage ne sont évidemment pas les mêmes dans l'une ou l'autre situation. Le plus souvent, Danaé est couché sur un lit ou un divan, contexte sexuel oblige. Donc vous voyez qu'on a une iconographie qui est assez bien fixée, même si donc elle connaît quelques variantes, mais toujours assez bien encadrée.
Voir le meurtre de Marion comme une représentation de Danaé, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Cela veut dire y repérer un certain nombre d'indices visuels, comme des métamorphoses de formules de pathos, donc, pour parler comme Warburg, avec changement de la signification. L'intrigue du film n'a évidemment rien à voir avec le mythème danaïen, même si on verra que des microsens peuvent se retrouver de l'une à l'autre, quasiment à l'identique, au prix de quelques déplacements latéraux. Une première chose saute aux yeux, à tel point qu'elle a souvent été soulignée esthétiquement par les commentateurs sans pour autant avoir été iconographiquement rapportée à la figure de Danaé. Cette chose qui crève l'écran, c'est l'éjaculation, suggérée métaphoriquement par le jet de la douche. Il faut ici mettre en relation ce jet de douche en amont avec la pulsion scopique de Norman, vraisemblablement impuissant, et le trou dans le mur, derrière le tableau d'une jeune femme au bain, par où l'homme a observé auparavant Marion à la dérobée, c'est-à-dire justement quand elle se dérobe à la fois comme objet de la jouissance sexuelle et parce qu'elle se dérobe, parce qu'elle se déshabille, qu'elle est dérobée. Ce qui sans doute motive le meurtre, ce trou fait voir mieux que tout le reste ce que c'est, si je puis dire, que se rincer l'œil. À l'autre extrémité, il faut également brancher le jet sur tous les oculi, non plus l'œil à proprement parler, mais les formes rondes de la scène. La bonde, le pommeau de douche, la rotation finale de la caméra. Et on peut se souvenir, entre parenthèses, de Robert Bresson, qui, à propos de tout à fait autre chose, écrivait dans ses notes sur le cinématographe, je le cite, « la force éjaculatrice de l'œil ». On peut également se souvenir, bien qu'on ne le voit pas pendant le défilement du film sur l'écran pour des raisons de censure, mais le plan est présent sur la pellicule le temps de quelques photogrammes, à la pénétration du couteau au-dessous du nombril de Marion, qui lui aussi est une forme ronde, un oculus, ce meurtre est un viol, aussi. Le meurtre sous la douche est un substitut d'acte sexuel. Quand il y a eu relation avérée, comme à l'ouverture du film dans la chambre d'hôtel, vous aurez remarqué que de façon très curieuse, ni Marion ni Sam ne se sont lavés avant de retourner travailler. Ce viol est teinté de nécrophilie puisque l'eau continue d'arroser un cadavre, voire d'urologie, par le truchement de la pratique justement bien nommée Golden Shower, la pluie dorée, qui consiste à uriner sur son ou sa partenaire sexuelle. On se souviendra que la scène où Marion trouve la mort dans sa salle de bain commence par un plan où elle se lève de sa table d'écriture pour aller jeter un bout de papier dans les toilettes. Elle tire la chasse. Comme plus tard, son corps sera arrosé par la douche et son sang sera évacué par le trou de la bonde de la baignoire. Martin Lefebvre m'avait d'ailleurs fait remarquer que Crane, en Amérique du Nord, c'est le nom d'un très célèbre fabricant de toilettes. Et quand Sam et la sœur de Marion viendront enquêter sur sa disparition, vous vous souvenez également qu'ils confirmeront sa présence au motel en retrouvant dans la cuvette les métonymiques morceaux déchirés de la feuille qui ont résisté au jaillissement évacuateur de la chasse d'eau, comme autant, pourrait-on dire, de retour du refoulé. S'agissant de notre Danaé de celluloïd, n'y change rien, nous avons lu notre bataille, que la femme meure au lieu qu'on en tienne orgasme et qu'elle soit fécondée.
si je puis dire, elle est percée autrement qu'en donnant naissance à Persée. Il ne change rien non plus que lors de cette intrigue existe et soit maintenu hors champ. C'est l'argent volé. Argent dont il ne vous aura pas échappé qu'en anglais, ça se dit liquidities. Elle a volé du cash, elle a volé du liquide. Marion. Soit maintenu hors champ, cet argent bien plié à l'intérieur d'un journal, voué à un destin stérile. Il n'en est pas moins bel et bien là, serti dans quelques coupures de presse, c'est-à-dire dans des froissures d'images. Toute véritable iconographie, plus qu'une reconduction maniaque de codes figés, est une invention, c'est-à-dire une intégration mobile de différences. Rappelons-nous ce que Claude Lévi-Strauss écrivait à propos du masque africain, et qui vaut pour toute image. Ce qui compte, ce n'est pas, disait-il, ce qu'il représente, mais ce qu'il transforme, c'est-à-dire ce qu'il choisit de ne pas représenter. Vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il représente, mais ce qu'il transforme, c'est-à-dire ce qu'il choisit de ne pas représenter. Et sur ce plan, de nombreux motifs connectent le meurtre sous la douche de Psychose à l'iconographie de Danaé, pour peu qu'on les examine correctement, c'est-à-dire à la lumière de la transformation. Outre le jet d'eau, pluie dorée, la pièce claquemurée sans fenêtre, la baignoire lit, le rideau drap. Il n'est pas jusqu'à les figures du meurtrier, certes absentes de la légende fondatrice, qui ne puisse être vue la vieille mère en métamorphose inquiétante et atroce de la nourrice. Quant à Marion, je l'ai déjà dit tout à l'heure, elle finira elle aussi dans un coffre, mais de voiture. Alors, venons-en à deux Danaé particulières sur lesquelles il me semble que le film nous fait ouvrir les yeux différemment de ce que l'histoire de l'art a retenu, parce que c'est des Danaé qui finalement ont été relativement minorisés dans la tradition iconographique. Dans l'histoire de la peinture, donc, il existe quelques Danaé tout à fait extraordinaires, pour dire les choses littéralement. Deux notamment qui se situent franchement en dehors des schémas que j'ai rappelés tout à l'heure. Or, par un fait tout à fait singulier, ce sont ces deux Danaé-là, au moins, voilà, sans doute en existait d'autres, qui font le plus retour dans le film. C'est par ces Danaé qui n'auront pas eu de postérité picturale particulière, et peut-être fallait-il cela, peut-être c'étaient les seuls qui pouvaient passer dans le film, que la mort de Marion, en les réactivant dans un autre médium, s'avère iconologiquement, par des relations d'image entre elles, une figuration cinématographique de Danaé. Dans une remarque tout à fait éclairante et remarquable, Walter Benjamin a affirmé, je le cite, que le médium par lequel les œuvres d'art agissent sur les époques ultérieures est toujours un autre que celui par lequel elles ont agi sur leur époque. Fin de citation, c'est le fragment numéro 96, repris dans les fragments publiés au PUF. La raison principale en est que le médium originel, précise Benjamin, est toujours pour le créateur, je cite, si dense autour de son œuvre qu'il ne peut sans doute pas le traverser en se mettant en relation avec l'approche que l'œuvre réclame des hommes. Il y faut pour cela, ajoute-t-il, le détour d'une relation indirecte, à savoir exigeant la prise en charge par un autre médium, plus éloigné techniquement, et donc on voit ici que l'éloignement est fondé épistémologiquement, plus éloigné aussi matériellement et peut-être temporellement,
qui lui a le mérite, écrit-il, d'être toujours relativement plus mince. Certaines œuvres, dans leur médium, laissent, dit encore Benjamin, des souvenirs qui ne trouvent cependant pas toujours d'héritiers. Dans leur médium, mais peut-être que cela change dans un autre médium. Et donc venons-en à ces deux Danaé particulières. D'abord, comme vous le voyez à l'écran, la Danaé de Gossart. La voici. La première de ces Danaé, qui est également la première en Occident dans une composition visuelle historiquement indépendante et non pas comme une illustration dans un livre, attire l'attention par sa composition d'ensemble sur un premier point sur lequel je vais mettre l'accent, à savoir le décor, à quoi le peintre aura consacré d'ailleurs, comme vous pouvez déjà le constater à l'arrière-plan de sa toile, consacré l'essentiel de son invention. Jan Gossart, dit également Mabuse, il est né à Maubeuge, est un peintre maniériste flamand de la première moitié du XVIe siècle, dont Balzac, ça nous fait revenir au chef-d'œuvre inconnu, fera le maître de Fraunhofer dans son texte de 1831. Erwin Panofsky, dans un article sur l'iconographie de Danaé publié en 1933 dans la revue Oud-Holland, a commenté cette œuvre de 1527 à une époque où elle était très mésestimée, en l'inscrivant indirectement au registre explicite des crypto-maries. Dans la Marion d'Hitchcock, il y a aussi de la Marie. Bon. Maria lactans, la Marie qui allait, ou Maria humilitatis, comme le préciseront les commentateurs qui suivront Panofsky, à l'exemple de William Heckscher, Madeleine Milner-Carr ou Larry Silver. On identifie en effet aisément dans l'image le bleu marial de la tunique et l'attitude d'attente amoureuse réceptive, ou Liebeserwartung, tournée vers le ciel. Les nombreuses ouvertures de l'architecture requièrent l'entrée du Christ dans le ventre de Danaé Marie comme une évidence. Et l'on songe ici à la fiancée du Cantique des Cantiques qui annonce dans l'Ancien Testament la figure de Marie et qui est décrite comme une fontaine scellée. Panofsky y décèle un avatar moraliste et didactique de Danaé, donc pensé comme une allégorie de la chasteté, s'appuyant sur des motifs visuels empruntés à l'iconographie d'une autre figure typique, la Pudicitia médiévale, venue de la déesse romaine de la pudeur sexuelle. Gossart se serait inspiré ici d'une illustration du Fulgentius Metaphoralis, un traité de moralisation des mythes antiques écrit par le moine franciscain John Ridewall, dans lequel Danaé est assise dans une tour entourée par des gardes armés. On devine aisément ce qui a fasciné les artistes de la chrétienté par le truchement de l'Ovide moralisé, rédigé entre 1317 et 1328, dans un mythème semblant donc préfigurer la fécondation de Marie par l'Esprit Saint, d'autant que les pièces d'or, qu'on trouve souvent en guise de pluie, riment assez bien avec les hosties qui sont à la fois le corps du Christ et une monnaie spirituelle. Madeleine Milner-Carr et Craig Harbison, notamment, dans leur étude sur ce tableau, soutiennent qu'à l'époque, aucune représentation antique de Danaé n'était disponible pour les peintres et que ceux qui prenaient leur source dans les traités récents de christianisation prenaient leur source dans les traités récents de christianisation des figures antiques, tendance par ailleurs très en vogue dans l'Europe du Nord
dont est issu Gossart. Mais la jeune femme de Gossart, assise sur un coussin orange, au centre d'un exèdre semi-circulaire, la tunique ouverte et les cheveux châtains mal attachés par un ruban orné d'un diadème, tandis que tombe une bruine dorée sur son entrejambe, portraite sans doute à la demande expresse d'Adolphe de Bourgogne, le fils de son principal mécène décédé, peut être aussi vue comme la toute première Danaé de ce court moment dans l'histoire de l'art, étalé sur 2 siècles, le XVIe et le XVIIe siècle, pendant lequel le sujet a été particulièrement prisé des peintres européens comme image de la courtisane vénale dans la tradition des auteurs romains et comme alter ego du courtisan tel qu'il sera bientôt théorisé par Castiglione ou Gracian. Vénus le dispute dans l'image à Marie. C'est toute l'attention qui est aussi au centre du personnage de Marion Crane. Marie par son prénom, mais Vénus par son nom de famille, puisque Crane, en anglais, c'est la grue. Mais la grue au sens aussi bien de l'oiseau que de la grue de la caméra, que de la prostituée. Mais j'y reviendrai plus tard. C'est la thèse avancée en 1999 par Eric Jan Sluyter, pour qui les traits sensuels Danaé, de Gossart, puis du Titien ou de Rembrandt ne peuvent pas être de simples coïncidences. Si l'on remonte les textes antiques, Ovide, après Horace, qui avait associé plus largement la maison du devin d'Argos et l'attrait du gain, a présenté au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans les distiches élégiaques des Amours, donc Ovide avait présenté Danaé comme une femme qui aurait vendu ses faveurs à Jupiter. À demi-mot pour commencer, en la comparant à Pénélope, la vertueuse épouse d'Ulysse, qui a résisté à ses très nombreux prétendants, redoublant pourtant d'ardeur, sous-entendant que Danaé eût pu faire de même, mais qu'elle n'en fit rien, puis, plus loin, sans détour. Et c'est ce qui est écrit dans les 2 extraits des Amours d'Ovide que je vous mets à l'écran. Nous convoitons toujours ce qui nous est défendu et désirons ce qu'on nous refuse. Ainsi, le malade aspire après l'eau qui lui est interdite. Argus avait 100 yeux à la tête et au front, et combien de fois le seul amour ne le trompa-t-il point? La pierre et les reins rendaient impérissable la tour où Danaé fut enfermée vierge, et elle y devint mère. Pénélope, sans être gardée, resta pure au milieu de tous ces jeunes adorateurs. Et puis, un peu plus loin dans le texte, vous voyez, beaucoup plus frontalement, Jupiter savait bien qu'il n'y a rien de plus puissant que l'or. Il fut lui-même le prix d'une vierge séduite. Tant qu'il ne donna rien, le père fut intraitable, la fille inflexible, les portes d'airain, la tour de fer. Mais aussitôt que intelligemment l'amant se fut métamorphosé en cadeau, la belle ouvrit ses bras. Suivant cette lecture que reprendra Boccace au XIVe siècle dans sa très influente généalogie des dieux païens, Danaé est une femme corrompue, voire indécente. Joachim du Bellay placera son portrait sur la porte d'une courtisane pour indiquer que seuls peuvent entrer les amants fortunés dans la vieille courtisane. Et Gossart, dont Sluyter rapproche le tableau de certaines Danaées romaines, ouvre la voie au Corrège, à Rembrandt, à Goltzius, où la nudité ne se cache plus et où la nourrice devient, quand elle est présente, une entremetteuse et où la pluie d'or signale la transaction financière sur le corps. Chez Hitchcock, le vol de l'argent sera explicitement associé à la consommation d'un adultère, une relation hors mariage également. Si, comme je l'ai annoncé, il s'agit là d'une Danaé peu représentative, cela doit être d'abord considéré en regard de cette situation historique bien spécifique de transition entre l'ancienne Marie et la nouvelle courtisane. Danaé est habillée, mais elle a les jambes ouvertes. Son sein dénudé est-il une référence à l'allaitement sain ou bien un détail érotique? Et ainsi de suite. Et ce d'autant plus qu'à l'époque, le canon iconographique des Danaé avides de richesse et de pouvoir n'est pas encore fixé et ne le sera qu'avec Titien, à savoir les pièces de monnaie, la pose lascive, que nous ne trouvons pas encore ici. La situation se complique encore un peu plus puisque, avec certains historiens de l'art,
on peut considérer qu'aucune de ces deux interprétations, la Marie ou la Vénus, n'est vraiment satisfaisante. C'est le cas par exemple de Marisa Anne-Bass, ou bien avec d'autres que les deux, la religieuse et la cajoleuse, sont indissociables dans le cadre d'une érotisation de l'art religieux à la Renaissance. Mais je ne veux pas m'aventurer dans ces lectures trop techniques. Une chose est pourtant sûre, cette Danaé tardive dans la production de Gossart, et qui constitue son seul sujet mythologique de cette période à nous être parvenu, appartient au sous-genre avec tour et chérubin, si vous vous souvenez de ce que j'ai précédemment rappelé. Ce dernier, le chérubin, n'est pas partie prenante dans le champ fictionnel, mais se rencontre, c'est une première originalité, aux limites extérieures de la fable, au milieu du linteau, vous le voyez tout en haut, doublant le cadre de la toile sous le bord supérieur, sous la forme d'une tête dorée de face dans des feuilles d'acanthe. La jeune femme se tient sur un coussin, à même le sol d'un hémicycle antique, cerné de colonnes ioniques de marbre coloré, elle-même surmontée de chapiteaux plutôt dans le goût corinthien. Au-dessus est peinte une frise dorée avec des bucranes s'ouvrant sur plusieurs oculi. Du linteau, le chérubin observe ce qui se passe sous lui. À l'arrière-plan, derrière les 4 fenêtres tout en hauteur, on distingue des bâtiments architecturaux de différents styles, un palais italien de la Renaissance, une tourelle médiévale, une église de l'Italie du Nord et un édifice gothique flamboyant. Cette singularité décorative, accumulative et extravagante, d'une luxuriance et d'une impudeur qui contraste ici avec l'humilité de Danaé Marie, exposée à tous les regards, à tous les oculi, à travers toutes les ouvertures, se rencontre d'ailleurs dans d'autres tableaux du peintre, comme par exemple Saint-Luc peignant la Vierge, si vous avez l'occasion de le voir en sortant de cette leçon, dans lequel la Madone porte d'ailleurs le même diadème que Danaé. Et ces formes architecturales lui viennent de ses croquis rapportés de ses voyages de jeunesse en Italie. Laissons notre regard revenir sur le devant de la scène. Danaé est assise, comme est généralement assise Marie, recevant la visite de l'archange Gabriel. Le cas n'est pas unique, on trouve ça aussi chez le Tintoret, mais il est plutôt rare et surtout il est tout à fait novateur dans l'histoire de l'iconographie, puisque, encore une fois, cette Danaé est la première Danaé véritablement picturalement autonome. La pose allongée, ouvertement lascive, voire parfois explicitement pornographique, de Danaé recevant Zeus entre ses cuisses, venu des idées grecques conservées, est à contrario, régulièrement imposée par le sujet. C'est-à-dire que, généralement, dans les Danaé, si vous vous souvenez des quelques exemples que je vous ai passés tout à l'heure, on obtient une composition ordonnée orthogonalement par la verticalité de l'or qui tombe du ciel et l'horizontalité du corps couché est offert. Rien de tel chez Gossart, où toute la construction picturale est uniquement conçue en termes de verticalité et de lignes parallèles. La verticalité est accentuée par la perpendicularité exemplaire de la pluie, peut être vue par Gossart dans un tableau de Lorenzo Lotto de 1505-1506, qui est d'ailleurs une fausse Danaé, le rêve de la jeune fille, allégorie de la chasteté, avec ses pétales, comme vous le voyez, de fleurs saupoudrées par un ange, et le surélèvement de la scène qui fait que l'œil du spectateur se trouve judicieusement au niveau du bas-ventre de la fille d'Acrisios, qui accentue évidemment chez Gossart cette verticalité. La pièce de Gossart est un tube, une gaine. C'est un dispositif en tige creuse qu'invente Gossart et
évidemment, vous voyez que ça résonne avec celui de la douche hitchcockienne, qui n'est pas un tube, mais qui est une sorte de tub. Cet espace confiné qu'Hitchcock choisit de filmer en instaurant une ambiance oppressante, en plaçant sa caméra sur une structure en métal alambiquée et tout en hauteur. Et d'ailleurs, 40 ans plus tard, Paul Pfeiffer y reviendra expressis verbis dans Self-Portrait as a Fountain en 2000. Je vous ai mis une image à gauche, une installation présentant une baignoire, un rideau de douche tiré et derrière, à l'abri des regards, un robinet ouvert par où l'eau coule. De petites caméras et microphones situés à certains angles reprennent ceux retenus par Hitchcock et reproduisent le genre de plateforme utilisée pour le film. La rhétorique de l'absence mise en place par Pfeiffer vise à nous faire prendre conscience de l'appartenance du spectateur au cadre. La Danaé d'Hitchcock croise ainsi une configuration qui n'avait pas reparu dans l'iconographie depuis plus de 5 siècles, ou pas tout à fait, puisque vous allez voir que j'ai une deuxième Danaé sous la main. Hésiterait-on à être encore totalement convaincu? Et je précise encore que je ne donne aucune réponse, je soulève des problèmes d'image. Je me permets d'attirer l'attention sur un dernier détail. À droite. Tout au fond, dans la vue de la 4e fenêtre, dans la décoration extérieure de l'édifice gothique, on peut voir une statue représentant un homme nu. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais je n'ai pas plus près. Tout est dans les détails. Le diable est dans les détails. Ou le bon Dieu. Ça dépend vers qui on fait allégeance. Ah, quelle chose étonnante, unique dans toute l'histoire des représentations de Danaé. Unique. L'une des objections sérieuses à la lecture de la mort de Marion comme une représentation de Danaé pourrait être la présence d'un homme. À moins de voir, comme je l'ai déjà dit, dans l'assassin travesti, un avatar de la nourrice. Enfin, après tout, ça reste un homme, même déguisé. Homme qu'aucune Danaé, à part celle-ci, à ma connaissance, ne renferme secrètement dans un pli de l'image, sous-exposé, et qui ne pouvait peut-être être exposé qu'en passant dans un autre médium. Souvenez-vous de Benjamin tout à l'heure. Une sculpture dans le lointain, quasiment invisible, et qui est déjà un homme, sans en être tout à fait un, puisque c'est une statue. Et pour cause, il ne peut pas y avoir d'homme dans la chambre de Danaé, puisqu'elle est spécialement enfermée pour éviter d'en rencontrer un. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, parfois, quand même, on trouve des représentations anthropomorphiques de Jupiter, Zeus, comme par exemple ici, chez Joachim Wetvel, dans Jupiter s'introduisant dans la chambre de Danaé, par exemple. Voir un Jupiter transformé de manière profane en vieillard lubrique, comme chez Rembrandt, se teinte un mélange d'antisémitisme, puisqu'il s'agit ici aussi d'une figure qui provient de celle du marchand de bijoux médiéval. Mais c'est un cas très différent. Un dieu n'est pas un homme. Et surtout, ça n'est pas un homme en sus, en supplément, puisque la figuration littérale ne fait qu'expliciter quelque chose que la pluie d'or attestait déjà, de manière métonymique. Quant aux angelots, ils ne sont évidemment pas des hommes non plus. Mais cet homme, chez Gossart, comme je vous le disais, n'est pas tout à fait un homme.
pas un homme en chair et en os. Ça tombe bien, puisque dans Psychose, Norman non plus. D'ailleurs, c'est frontalement comme ça qu'il est désigné, puisqu'il est Norman, ni un homme. Vous voyez, Norman, c'est celui qui est nommé ni un homme. Et c'est ni un homme qui se présente pour Oxyre Marion, Marie-Vénus, dans le tube de sa salle de bain. La figure mâle exige, vous voyez, des déplacements de registre sensibles pour venir au visible, mais elle reste tournée vers le corps de la femme qui se dérobe, observée par des trous pratiqués dans des murs. N'y a-t-il quand même pas de quoi être troublé? D'autant que ce petit orme de marbre, tout au fond, plie le bras avec la main en l'air, près de l'épaule. Bon, évidemment, il montre le ciel, mais voyez que c'est un geste, si j'étais ultra-barbourien, comme on peut rapprocher les Judith des capitaines Holoferne des joueuses de golf, c'est aussi quand même un geste pathique qui est exactement le même que celui de quelqu'un qui lève le couteau pour l'abattre sur sa victime. Donc là, vous devriez être dans des abîmes de perplexité. Il n'y a pas de réponse à tout ça, évidemment. Une seconde Danaé extraordinaire, de très loin postérieure à celle de Gossart, relance l'interrogation, même si elle me retiendra moins. Il s'agit de celle exécutée par le peintre et photographe français Alexandre Jacques Chantron en 1891, je vous la mets à l'écran, qui se présente comme une Danaé de chambre. Après une éclipse depuis plus d'un siècle, avec Wertmüller ou Tiepolo, à de rares exceptions près, le sujet mythologique revient à la mode dans une Europe qui commence à être gangrénée par le capitalisme industriel et financier. En 1908, Léon-François Commère, un disciple de Cabanel, place dans la pluie d'or, sous sa Danaé allongée près d'une caisse à bijoux renversée, c'est l'image à droite, le quatrain suivant, on ne peut plus explicite et emprunté à un poète de l'époque qui s'appelle Alfred Pontieux, « Ô puissance de l'or, maître et vainqueur du monde, au temps de Danaé, l'or était déjà Dieu, et c'est l'or encore et toujours en tout lieu, qui sur la chair en fleurs pose sa griffe blonde. » Alors, contrairement à Gossart, pour Chantron, l'important n'est pas dans un décor de pierre. Le détail inhabituel relève plutôt ici du geste de Danaé. Geste d'autant plus étonnant que d'ailleurs, à l'instar de celle de Gossart, la Danaé de Chantron est parfaitement seule dans la pièce. D'ordinaire, il arrive à Danaé d'attraper son drap de la main. Ce geste, selon l'étoile, peut avoir une triple signification conventionnelle, ou bien, comme chez Titien ou Wertmüller, ça signale une sorte de spasme orgasmique, ou bien, comme chez le Corrège, elle tire le drap pour en faire le réceptacle de la semence dorée, ou bien, comme chez Van Loo, elle tire pudiquement un tissu sur son sexe nu. Or, la Danaé de Chantron ne fait rien de tout cela. Elle ne tient d'ailleurs pas exactement son drap, mais elle tire, pour l'ouvrir et faire passage à la pluie d'or, une tenture verticale, la tenture verticale qui entoure son lit, en un mouvement qui est d'ordinaire réservé quand cela arrive, ou bien aux angelots, ou bien à la nourrice. Jamais, ça n'est Danaé qui fait ce geste-là dans l'iconographie conventionnelle. Ce déplacement n'est pas pour autant brutal dans l'iconographie. Il remonte aux dernières Danaé du Titien, où le drap
avait progressivement été remplacée par une étoffe plus épaisse, l'étoffe de la tenture du lit à baldaquin, mais cette tenture restait localisée horizontalement au même endroit que celui où Danaé était étendue sur son drap, c'est-à-dire sur le lit. Avec Chantron, la préhension du rideau s'est totalement autonomisée par rapport à l'horizontalité du lit et est à son tour inscrite, après Grossart, dans la verticalité d'un rideau qu'on agrippe. Vous voyez où je veux en venir? La position assise et non couchée de Danaé y aidant. Quelques décennies plus tard, Marion reproduira exactement ce même geste d'accrocher un rideau. La vocation n'est pas tout à fait identique, bien sûr. Marion cherche à se retenir de tomber et donc à survivre, c'est-à-dire non pas à accueillir, mais à repousser, comme elle le fait d'ailleurs de la main. Mais peut-on être sûr que le mouvement de la Danaé de Chantron est un mouvement d'accueil? Ce n'est pas évident. Nous l'inférons du récit littéraire, mais rien dans la composition strictement picturale n'autorise à l'affirmer apodictiquement. Peut-être tire-t-elle le rideau pour cacher sa nudité à un dieu qui n'a pas d'œil, alors qu'elle reste bien visible pour les spectateurs qui en a deux. Nous ne pouvons qu'affirmer ceci, elle tient un rideau. Voilà. Phénoménologiquement, on ne peut rien dire de plus. Elle est sur ce point la première Danaé et la seule à le faire. Et je rappelle d'ailleurs, je ne vais pas trop rester parce que time is time, qu'en matière d'innovation figurative, il serait aussi intéressant de souligner que Chantron a réalisé la première photographie d'une Danaé. D'ailleurs de date inconnue, mais enfin au début du XXe siècle également. Le cliché montre une jeune femme allongée sur un matelas parsemé de roses devant un autre rideau. Le rideau tiré en toile de fond du studio du photographe. Je vais moins loin, vous voyez, sur Chantron que sur Grossart, parce que vous avez compris l'idée. Et j'avance vers la quatrième partie de ma proposition de cet après-midi. Alors, il me semble que c'est dans cette perspective d'une représentation de Danaé que prennent sens deux plans curieusement introduits au premier abord, dans le remake pourtant assez scrupuleux, même s'il prend avec le film original quelques libertés, dont celle-ci, de Psychose proposée par Gus Van Sant en 1998. Alors, je vous passe la scène de la douche, mais dans le remake qui est quasiment un ready-made de Gus Van Sant.
aussi, vous voyez où je veux en venir. Les deux plans qui m'ont toujours intrigué, ce sont les deux inserts sur un ciel d'orage rempli de nuages noirs au moment où Marion se fait trucider. Alors, évidemment, et c'est peut-être un peu comme ça que moi-même j'ai commencé par essayer d'en rendre compte, on peut les voir comme le dépliement, l'explicitation, bon, un peu laborieuse, d'une association visuelle à distance que le film d'Hitchcock avait mise en place sans y insister expressément, à savoir l'association entre la pluie battante et les saccades des essuie-glaces lorsque Marion arrive de nuit au motel d'un côté, et de l'autre, le jet de la douche et les coups de couteau. La boucle est bouclée sur le temps terrestre de la jeune femme, dans ce moment où elle arrive sur le territoire de Norman Metz, et puis le moment où elle va en sortir, d'ailleurs, là aussi dans une voiture, plus tout à fait à la place de la conductrice, et pas de la manière dont elle l'avait sans doute escompté. Mais j'ai envie de dire, à quoi autant de lourdeur servirait-il ? C'est déjà dans le film d'Hitchcock, ça. On peut faire confiance à Gus Van Sant pour être plus malin que ça, ou plutôt, dans ma langue, on peut faire confiance au film pour être peut-être un peu plus malin que Gus Van Sant. Et aller exposer de manière plus explicite quelque chose qui n'était pas parvenu complètement à se faire voir dans le film de départ d'Hitchcock. D'ailleurs, de nombreux autres passages du film montrent que ce remake, qui en est faussement un, bien sûr, comprenez bien, ne se contente pas d'une logique mimétique, mais amène au visible ce que dans le film d'Hitchcock, ce qui n'avait pas été filmé. Je vous en mets un autre exemple à droite, que là, on peut sans doute rapporter à la conscience intentionnelle de Van Sant, dans la mesure où c'était déjà lié à la conscience intentionnelle d'Hitchcock dans l'original. C'est le remplacement de la Suzanne Aubin de Van Mieris par le verrou de 1777 de Fragonard. La substitution est ironique. Ah, si Marion avait fermé sa salle de bain à clé. Oui. Tout cela ne serait pas arrivé. Donc on voit bien, si vous voulez, que les autres références dans le film ne viennent pas doubler ce qui se passe dans le récit. Mais elles proposent de l'implicite, de l'ironique, du sous-entendu. Alors au nom de quoi celle-ci devrait-elle être traitée différemment, et venir redoubler une espèce de métonymie ou d'association visuelle que l'original d'Hitchcock contenait déjà. Ah non, pas du tout. Je crois qu'il faut prendre exactement comme c'est, c'est-à-dire l'explicitation de quelque chose de tout à fait caché, ce ciel nuageux, qui est un ciel de pluie, fortifie un peu plus, accentue la présence de Danaé dans la scène. Zeus est l'assembleur de nuées, porteur du trait de foudre, ce qui relance le débat, mais je n'ai toujours aucune réponse. Donc vous voyez, tomber des nues, on tombe un peu des nues aussi. Vous voyez, dernier point de mon intervention de cet après-midi, vous voyez la logique iconologique à l'œuvre dans l'approche que je propose de Psychose. Voilà un film qui met en scène le destin d'une femme en rapport avec le fait que ça tombe des nues. Bon. L'ouverture post-générique est à ce titre très éclairante.
Je vous la passe. Never did eat your lunch, did you? I better get back to the office. Voilà. Voilà. Donc je vais terminer en compliquant encore un peu plus l'analyse et en venant greffer encore une autre référence iconographique sur le film. Donc, vous voyez, le film commence sous un soleil de plomb, donc pas du tout pluvieux, pour le coup, par une série de plans aériens sur les toits d'une ville reliés entre eux par des raccords plus ou moins dans l'axe. La caméra s'approche de plus en plus de la fenêtre d'une chambre d'hôtel, déjà. Elle entre, entre guillemets, je reviendrai sur ce mouvement capital dans un instant, dans la pièce qui est, au contraire, au départ, dans une parfaite obscurité, en raison d'un contraste violent en contre-jour. À l'intérieur, un couple vient de faire l'amour et discute avant de se séparer. Donc là, le film, vous voyez, propose tout de suite une posture aérienne. Bon. Simplement, je pense qu'il y a une mauvaise direction dans la lecture de la posture, et puis une autre direction qui, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est en fait plus cohérente. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer qu'elle est en réalité plus cohérente avec le film lui-même. Généralement, rétrospectivement, quand on connaît la suite du film, on dit, on commente, on analyse cette ouverture comme exhibant une posture aviaire. Il y a une sorte d'oiseau quelque part. Bon. C'est logique avec la suite du film, vous savez que le film est rempli d'oiseaux qui n'en sont pas ou plus tout à fait. Bon, donc cette caméra qui est en l'air, en mimant un déplacement d'oiseau, sans être tout à fait un oiseau, mais comme j'ai dit tout à l'heure, crane, c'est la grue et la grue, hein. Ça colle avec ces oiseaux qui n'en sont pas ou plus tout à fait. D'abord, la ville de Phoenix, dont le nom s'affiche rapidement sur l'écran et renvoie un oiseau mythologique capable de renaître de son propre cadavre. Ensuite, il y a les oiseaux empaillés qui peuplent le bureau de Norman, dans son motel. Et puis, il y a le nom de famille de ce Norman, Bates, évoquant lui-même la chauve-souris, c'est-à-dire là encore une chose volante qui n'est pas un oiseau. Comme je le disais à l'instant, de tels plans, Hitchcock les a
évidemment obtenu à l'aide d'une grue, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de drone. Et je le redis, la grue, en anglais comme en français, aussi bien l'engin de chantier que l'oiseau ou la fille de mauvaise vie, c'est Crane. Marion Crane, Marie Vénus. Voilà comment il faut traduire. Pourtant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce bien d'un oiseau dont il s'agit ? Ou d'un quasi-oiseau ? Parce qu'en réalité, les images montrent tout à fait autre chose. C'est là qu'il faut revenir, comme je l'ai mis à l'écran, sur le plan où la caméra pénètre dans la chambre. J'utilise des guillemets, évidemment, parce que la caméra ne pénètre nulle part. Aucune caméra de l'époque ne peut passer par une si mince ouverture. Il y a donc là un raccord, encore une fois, mais que Hitchcock prend le plus grand soin de dissimuler au spectateur en profitant du noir et du changement de luminosité. Là où il n'avait absolument pas caché les précédents. Donc il insiste sur l'impression de continuité dans l'action. Et cette impression, évidemment, elle n'est pas soulignée pour n'importe quelle raison. Elle est faite pour souligner la présence d'un corps volant qui pourrait passer de l'extérieur à l'intérieur sans solution de continuité. Je repose la question, un oiseau peut-il faire cela ? Bien sûr que non. D'autant que dans la suite, les deux personnages continuent de parler comme si de rien n'était. Alors que la présence d'un oiseau, si petit soit-il, n'aurait pas manqué d'être repérée. En revanche, il y a un animal volant qui peut passer par n'importe quel interstice, même le plus minuscule, et que personne ne remarque. C'est l'insecte. Un certain nombre de plans dans la chambre, d'ailleurs, je vous les ai remis à l'écran, contre-plongés depuis un angle du plafond ou vus au ras du matelas, reproduisent les marqueurs d'une position d'insecte qui marche au plafond ou qui se poserait sur le lit. Et cet insecte, vous savez qu'il faut aller à la fin du film pour le retrouver. C'est la mouche qui court sur la main de Norman quand il est finalement arrêté et que l'esprit de sa mère l'a définitivement emporté sur sa propre personnalité, comme si elle avait volé d'image en image, cette mouche, en passant inaperçue dans les raccords. Et on est toujours dans l'autre côté du film. C'est l'histoire d'une mouche, en fait, Psychose. Vous voyez ? Dans les raccords. Voilà. En atteste de cette importance la surimpression, j'ai essayé de rendre ça du mieux que je peux, à gauche, du crâne de Madame Bates sur le visage de Norman. Le diptère inscrit ici une autre iconographie, mais qui, vous allez le voir, n'est pas tout à fait sans lien avec Danaé, qui est l'iconographie du Memento Mori dans la plus pure tradition iconographique. Je vous en ai mis à l'écran quelques images. Je ne sais pas si Hitchcock parlait bien français, mais il aurait mérité d'être francophone, parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de la douche à la mouche. Il n'y a qu'une lettre. Ce que font éconologiquement les images de Psychose entre elles, c'est pour ça que nous commençons par être désorientés, je vous rassure, c'est normal. Qu'on commence par ne pas y croire, c'est logique, puisque ça vient de l'autre côté. Un peu dans le dos du cinéaste, sans doute, sûrement beaucoup, même dans le dos du spectateur, c'est penser ensemble, dans la succession des plans d'une image mobile étirée dans la durée, quelque chose que l'histoire de l'art
a très rarement pensé, et très rarement parvenu à penser, c'est le branchement de l'iconographie de Danaé sur celle des vanités. Que le mythème de Danaé ait pu être interprété dans l'histoire de l'art comme la représentation de la vanité, c'est ce que nous avons peut-être déjà un peu anticipé, mais pas tout à fait. En revanche, c'est le sujet d'une troisième Danaé, dans laquelle il y a, ô miracle de la peinture, des oiseaux et des mouches. Et là aussi, pas beaucoup d'oiseaux dans l'iconographie de Danaé, pour des raisons qu'on imagine bien. C'est le portrait de Mademoiselle Lange en Danaé, en 1799, de Girodet. Alors un mot sur cette toile, parce que vous voyez bien que ce n'est pas qu'un portrait de Danaé, c'est le portrait de Mademoiselle Lange. Bon. Ce n'est pas le crime de Monsieur Lange, c'est le crime de Mademoiselle Lange. Un terrible crime que va lui faire payer Girodet de manière absolument odieuse. Puisqu'il s'agit d'une toile satirique assez complexe, prenant comme modèle l'actrice Anne-Françoise Élisabeth Lange, et que Girodet a peint à la suite d'un désaccord houleux entre le peintre et l'actrice, après qu'il l'avait d'abord portraite sous les traits de Vénus en 1798. Vous voyez qu'on reste toujours dans les mêmes sujets. Girodet se venge en exécutant ce second tableau, cette Danaé absolument unique dans l'histoire de l'art, avec oiseaux et insectes. Mademoiselle Lange est peinte comme une femme avare. Je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est assez sombre, mais je vais essayer de décrire ça du mieux que je peux. Il y a énormément de détails, alors peut-être je ne dirai pas tout, mais enfin bon, je vais essayer de dire l'essentiel. Le chérubin, d'ailleurs aux ailes de papillon, qui l'aide à collecter les pièces, révèle les traits de sa fille aînée, née d'une aventure extraconjugale avec un banquier. Dans la partie inférieure de l'image, un dindon, le dindon de la farce, tout à gauche, symbolisant son époux, cocu, porte une bague de mariage à une patte. Donc, vous voyez que ça tourne autour de la question centrale dans Psychose, en fait, qui est la question de l'adultère. Marion, elle n'est pas punie parce qu'elle a volé de l'argent. Marion, elle a puni parce qu'elle a eu des relations sexuelles hors mariage, adultérines. Derrière le dindon, un autre enfant, qui est le fils légitime du couple, récolte des plumes de paon qu'il arrache au derrière de l'oiseau. Le garçon et sa mère sont également coiffés de ces plumes. 2 colombes sont ou étaient attachées à une balance. On les voit à droite. Chacune porte une inscription en latin. Celle qui est restée ligotée, écrasée par la chute d'une pièce en or, fait allusion à l'adultère, fidelitas. Celle de la colombe qui a réussi à s'échapper à l'inconstance, Constantia. Et vous voyez de manière ironique et négative. À l'arrière-plan, une statue de l'abondance est faiblement éclairée par un petit feu qui attire des papillons de nuit. La base de la statue signale une autre inscription latine, Bonae Spei et Laribus Sacrum, sacré pour la bonne espérance et les dieux du foyer. Et enfin, aux 4 coins du cadre, des reliefs en camée représentent une sirène, une créature monstrueuse chevauchée par un lapin,
des pièces dans un coffre et un bœuf. Et ces 4 camées sont eux aussi ornés de citations toujours latines, 2 qui sont tirées de l'art poétique d'Horace. Un beau buste de femme se terminerait en une laide queue de poisson, première citation, Desinitit piscem mulier formosa superne. Et puis autre citation, pourriez-vous, mes amis, ne pas éclater de rire? Risum teneatis amici. La 3e provient des bucoliques de Virgile. Chacun est entraîné par son plaisir, trait sua quemque voluptas. Et la dernière serait une devise de Louis XIV, nec pluribus impar, à nul autre pareil. Et Mademoiselle Lange, au milieu de tout ça, vous voyez, recueille dans la posture de Danaé les pièces d'or de sa cupidité, et elle tient un miroir ne produisant aucun reflet. À ses pieds, un rouleau de papier enflammé affiche le titre d'une pièce de théâtre de Plaute, la Comédie des ânes, tandis que dans l'ombre sous son siège, un amant est représenté sous les apparences d'un satyre. Il y a d'autres détails, des escargots, des souris, etc. Mais enfin, je passe là-dessus. Vous voyez comment Girodet connecte l'iconographie de Danaé sur le thème des vanités à partir de la question morale fondatrice de l'adultère. Et je redis à quel point c'est également central dans le dispositif de psychose. Donc vous voyez, je vais m'arrêter là, on pourrait continuer encore un peu. L'hypothèse de l'éconologie, évidemment, c'est de ne pas retenir, pour des raisons qui sont purement statistiques, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, économiques, au sens de l'effort que nécessite la production d'une explicitation, de ne pas retenir l'hypothèse coûteuse que le cinéaste ou que l'auteur de l'image, quel qu'il soit, en tant que sujet humain, soit conscient, connaisse et de manière délibérée cherche à citer ou se référer, etc. Mais plutôt, cette hypothèse repose sur une idée que je n'ai pas le temps de développer là, mais c'est partie des choses que, dans un texte écrit, sans doute un peu plus, mais cette idée très importante qu'on rencontrait déjà sous la plume d'un théoricien du cinéma dans les années 70 qui s'appelait Thierry Kuntzel. Et Kuntzel parlait du travail de l'image, notamment dans le travail du film. C'était l'expression de Kuntzel dans 2 articles importants, de 72 et 75, le travail du film et le travail du film 2, où il rapprochait justement ce qu'il appelle donc le travail du film du travail du rêve. En quoi consiste le travail du rêve ? Eh bien, il consiste à rendre présentables, c'est la Darstellung, des représentations refoulées sous forme d'images figuratives et narratives. Ça, c'est le scénario du rêve. Et à rendre représentables des représentations refoulées de manière à leur apporter une satisfaction symbolique temporaire par un accès imaginaire à la conscience. Donc, bien que le film n'ait pas de conscience, il y a un inconscient du film. Et c'est peut-être par là, ultime proposition que je lance, vous voyez qu'il faut prendre la question du soi des images, par l'existence d'un inconscient du film. Ça peut paraître un petit peu hétérodoxe de dire ça comme ça, si ce n'est hérétique, mais
vous voyez bien que peut-être pas tout à fait. Parce que si je suis une bonne logique freudienne, vous savez bien que c'est l'inconscient qui est premier, et que la conscience n'arrive qu'après coup, par différenciation, à partir de l'inconscient originel, ce qui veut dire qu'il y a un conscient avant qu'il y ait une conscience. L'extension que propose Kunzel consiste à faire comme si on ne connaissait pas tout à fait la fin de l'histoire quand on commence le début. Rien ne permettrait de conclure, si nous ne connaissions pas d'avance les hommes, que de l'inconscient premier pourrait venir ensuite une conscience. Simplement, il y a l'inconscient de départ. Donc il y a un conscient, non seulement avant qu'il y ait une conscience, mais même sans qu'il y ait une conscience. Et dans le film, dit Kunzel, c'est exactement cette chose-là qui se produit. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est que l'inconscient du film chez Kunzel ? C'est le photogramme. Le photogramme, c'est ce qui, du film, est toujours refoulé. D'abord parce que le film avance, et qu'au fur et à mesure que ça projette, bien, chaque photogramme est repoussé en arrière, donc il est refoulé au sens technique du défilement cinématographique. Mais c'est ce qui est refoulé aussi parce que le photographe n'est jamais vu pour lui-même. Et le travail du film, c'est ce moment, ou ces moments dans un film où la présence pensante du photogramme surgit par surprise, par fraude, par escroquerie, dans sa propre logique, à l'intérieur du film, c'est-à-dire sans que cela suive nécessairement des proximités spatio-temporelles, de relations de cause à effet, narratives, et ainsi de suite. Dans Psychose, vous en avez un bel exemple, qui d'ailleurs pourrait venir aussi se croiser avec ce qu'on a rencontré tout à l'heure dans la scène de la douche, avec les oculis, la bonde, le pommeau, etc. C'est les deux moments distants dans le film où Marion se fait arrêter par le motard, et le moment où on découvre le cadavre de la mère dans la cave, et où ressurgit, comme une espèce de retour du refoulé, le motif des yeux noirs, les lunettes glaciées du policier et les yeux énucléés de la mère, qui évidemment nous renvoie de manière figurale au motif de la justice aux yeux bandés, et qui fait de Psychose, en fait, un film qui est tout entier traversé par la question des orifices, par la question des trous. Parfois dans une lecture peut-être excessive, excessive, pas non plus nécessairement fausse, enfin ça ne veut rien dire, fausse ou vrai, mais je pense à la lecture qu'avait proposée Martin Lefebvre, de la lecture qui n'est pas simplement la faute adultérine chez Marion, mais qui va plus loin que ça. Et évidemment, morale hitchcockienne n'était pas en capacité d'accepter, qui est la faute sodomite. C'est-à-dire que voilà, le non-pensé du film, en fait, c'est ça. D'ailleurs, titre d'exemple, et simplement, je ne vais pas déboucher, pas expliquer plus cette lecture-là, on peut en discuter après si vous voulez. À titre d'exemple, Martin Lefebvre revient beaucoup sur le fait que il y a beaucoup de choses autour de la question de manger, d'évacuer, enfin dans le film, choses comme ça. Et vous vous souvenez que quand Marion change de voiture,
avant d'arriver au motel Betts, elle change de voiture pour une voiture dont la plaque d'immatriculation est Anal. A-N-L, qui se prononce Anal quand on le lit. Ouais. Donc, tous ces petits détails voilà, qui font dire à Martin Lefebvre que ça s'oriente là-dedans. Mais enfin, sans aller jusque-là, vous voyez quand même cette idée d'un film qui prend l'eau, si je puis dire, par tous ses orifices, par tous ses trous. Et c'est un peu là-dedans que s'engouffre la lecture iconologique aussi, vous voyez, en ouvrant beaucoup plus de trous qu'elle n'en rebouche. Mais je vous avais averti d'entrée que on est parfois, avec l'iconologie, plus dans le rêve du film que dans le film lui-même. Mais évidemment, tout ça reste profondément filmique, puisque le travail du film, comme le disait Kunsel, n'est pas différent du travail du rêve. Voilà, donc je m'arrête ici. J'ai déjà encore un peu trop parlé. Mais on peut revenir sur un certain nombre de points. Voilà.